l'énigme des origines effacées et la rupture généalogique des années 860. Tout commence par une boîte en carton ordinaire, de celle que l'on découvre au fond d'un placard, après un décès, rempli des débris accumulés d'une vie, enveloppe tachée d'eau, photographies anonymes et une bible familiale où les noms inscrits au crayon s'arrêtent brusquement dans les années 1150. Pour d'innombrables familles, les traces du passé s'interrompent à cette période, sans la moindre explication. Face à ce mur, la science historique et les chercheurs amateurs se consolent souvent en invoquant la fatalité du temps qui passe, les incendies d'archives, les églises inondées ou la négligence des officiers d'état civil de l'époque. Pourtant, cette rupture ne concerne pas une lignée isolée ou quelques communautés rurales touchées par le sort, mais se répète avec une régularité troublante à l'échelle mondiale. En explorant les forums de généalogie, ces espaces virtuels investis par des passionnés obsessionnels, on découvre une frustration si partagée qu'elle porte un nom, réheurter le mur. Pour la majorité des familles des Amériques, d'Australie et d'une grande partie de l'Europe et de l'Asie, ce grand vide documentaire surgit invariablement entre 1900 et 1920. Avant cette charnière, les registres deviennent contradictoires, les noms ne correspondent plus, les lieux de naissance renvoient à des régions introuvables sur les cartes modernes et les patronymes s'exprimant dans des langues oubliées. L'explication officielle attribue ce phénomène à l'inconsistance de la tenue des registres avant le milieu du siècle, aux guerres dévastatrices et à l'illettrisme. Bien que ces arguments soient valables, ils peinent à justifier la concentration temporelle si parfaite de cette rupture. Pourquoi ce mur documentaire se dresse-t-il si systématiquement au cours de cette décennie précise, plutôt que de se répartir de manière aléatoire au fil des siècles passés, comme le voudrait une véritable perte chaotique d'informations? En approfondissant les recherches, ce hasard à part commence à perdre de sa crédibilité, laissant place à des interrogations légitimes sur la transition entre l'ère prémoderne et le monde contemporain. Ce doute s'épaissit à la vue de photographies datant des années 1800 qui figeant des réalités physiques indiscutables grâce à la chimie de l'argent et à la lumière. Ces clichés d'époque dévoilant des cités grandioses, dotées de bâtiments publics, monumentaux, colonnes élancées, de dômes immenses, de façades ornementales d'une précision géométrique stupéfiante, ainsi que de places cérémonielles et d'infrastructures complexes. Le paradoxe le plus saisissant de ces documents visuels réside dans l'absence presque totale d'activité humaine au sein de ces métropoles gigantesques. Les rues de ces cités nouvelles apparaissent désertes et le paysage urbain manque cruellement des éléments indispensables à de tchancher aucun échafaudage, aucun dépôt de bois, aucune briqueterie, ni aucun camp de travailleurs n'y sont de plus les registres de paix. Les listes de main-d'œuvre et les commissions architecturales de ces travaux titanesques restent introuvables dans les archives officielles. Si ces structures ont été érigées à l'époque par l'histoire moderne, au sein de villes à peine fondées, le silence entourant leur phase de construction demeure incompréhensible, l'histoire ne retenant que l'inauguration festive. Ce schéma architectural se reproduit de manière identique sur plusieurs continents, reliant des villes au contexte géographique et culturel pourtant opposés, tels que Chicago, Meldezer, Lahore, Odessa, São Paulo, Calcutta et San Francisco. L'examen des proportions de leurs édifices civils du Second Empire révèle un vocabulaire technique unique, des rapports de hauteur de colonnes constants et des systèmes reliques élaborés, apparu seulement quelques années après la fondation officielle de ces cités. Un tel niveau de standardisation pose la question de la coordination mondiale à une époque sans réseau instantané. La thèse officielle de la diffusion culturelle par les colons et les manuels d'architecture omet le fait que l'apprentissage d'un savoir-faire exige des générations d'artisans et des essais avant d'atteindre la perfection. À la place de cette courbe d'apprentissage logique, le monde du siècle semble avoir vu émerger simultanément un produit architectural fini et standardisé, suggérant l'existence d'une technique globale préexistante.
Cette hypothèse s'appuie également sur le phénomène troublant des changements massifs de toponymes survenus au cours de la même génération. Il ne s'agit pas ici de la substitution classique de noms par une puissance coloniale, mais de localités qui basculent d'une désignation à une autre sans décret officiel ni annonce dans la presse de l'époque. Dans certaines archives régionales isolées, de rares documents mentionnent des villes du Midwest américain bâties directement sur des structures antérieures d'origine indéterminée. Des mentions qui disparaissent totalement des registres officiels rédigés à peine 10 ans plus tard. Cette disparition systématique des anciens noms et des traces archéologiques s'apparente à un processus d'effacement administratif global et réussi, dont les répercussions touchent direct la mémoire des familles contemporaines. En analysant objectivement les connaissances réelles sur les ancêtres ayant vécu avant ni ancêtres, les preuves tangibles s'avèrent souvent superficielles et se résumant à des approximations géographiques ou à de vagues récits de migration. Il est envisageable que ce flou mémoriel résulte d'une réorganisation administrative profonde de la géographie officielle à la fin du X siècle, ayant redessiné les frontières et renommé les villages plus rapidement que la mémoire humaine ne pouvait s'adapter, laissant les véritables identités en marge de la nouvelle réalité cartographique. Un autre indice physique de cette transition se trouve dans la nature extraordinaire des fondations de nombreux édifices publics construits après Nijmegen Sandkam. Lors de travaux d'excavation urbaine ou de ménagement de métro, les ingénieurs se heurtent fréquemment à des structures souterraines surdimensionnées, dotées d'une maçonnerie d'une qualité qui dépasse de loin les exigences techniques des bâtiments soutiennent. Bien que ces anomalies soient parfois mentionnées dans des revues techniques locales, elles cessent rapidement d'être débattues et retombent dans l'oubli. Accepter la version historique dominante implique de croire que des colons à peine installés dans des contrées inconnues ont réalisé ces fondations d'une profondeur inoue avec des maps antérieures aux colonies, sans en laisser la moindre trace écrite. Les expositions universelles, inaugurées à Londres en 1850 puis déclinées à Paris, Vienne, Philadelphie ou Chicago, s'inscrivent parfaitement dans cette chronologie suspecte. Ces manifestations ont donné naissance à de gigantesques cités éphémères, composées de palais de fer et de verre construits et démolis en l'espace de quelques mois, selon les rapports officieux de l'époque. Si l'histoire salue ces événements comme des triomphes du génie industriel, ces foires mondiales ont surtout offert un cadre narratif commode pour justifier la présence soudaine d'une architecture monumentale à travers le globe, en affirmant haut et fort leur capacité à bâtir de telles merveilles en un temps record. Les autorités de l'époque la paternité d'un style dont l'origine réelle soulevait d'embarrassantes questions. L'ensemble de ces indices converge vers l'hypothèse d'une transformation globale, rapide et coordonnée, survenue au milieu du XVI siècle, au cours de laquelle un réseau de civilisation ou un système culturel étendu a été effacé des registres officiels. Les populations ont été intégrées à un nouvel appareil bureaucratique. Les villes ont été déclarées d'origine récente et l'histoire humaine a été standardisée pour débuter précisément au moment où la nouvelle cartographie se mettait en place. Si cette rupture politique et administrative majeure, qui expliquerait pourquoi les généalogiques du monde entier se heurtent tous à la barrière infranchissable des années 1960, masquant le fait que les origines familiales réelles s'enracinant dans un passé bien plus complexe que les récits officiels ne le permettent. La disparition simultanée des cartes anciennes, des documents de construction et de l'histoire administrative s'est déroulée de concert avec le déploiement technologique des chemins de fer de télégraphe, outils indispensables à la centralisation du pouvoir. Alors que les nouvelles bureaucraties standardisaient l'enregistrement des naissances, des décès et de la propriété pour des raisons de nation, un remodelage plus vaste de l'histoire humaine s'opérait dans l'ombre. L'absence généralisée de preuves devient alors l'élément probant le plus solide. Le mur généalogique mondial n'est pas le résultat d'un échec des archivistes de l'époque, mais le témoignage d'un immense succès administratif ayant réussi à réinitialiser le passé de l'humanité.
contraignant les générations futures à évoluer au sein d'un monde reconstruit, assis sur des fondations oubliées. If you have a diff perspective on this story, lev a comment below and on forget to share the video to spread a historical mystery.